Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler aujourd'hui d'un livre absolument incroyable. Ken Krimstein, ça s'appelle Vive, avec une postface de notre amie Annette Viviorcache, et c'est Christian Bourgeois, éditeur. Ken Krimstein, bonjour, good morning. Bonjour, good morning. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Thank you for being with us this morning. Cette histoire, ce livre, Vivre, que je montre à la caméra, c'est une histoire totalement dingue et très particulière. Ken Krimstein, vous êtes dessinateur de presse. You're writer for the press. Vous avez travaillé notamment pour le New Yorker, pour le Wall Street Journal. Vous avez écrit de nombreux romans graphiques, dont un autour des 3 vies de Hannah Arendt. Et eh bien, ce livre, on va d'abord raconter comment il est arrivé à votre connaissance, et ensuite on va parler de toutes ces histoires. How do you know this story? About this book, this sixth story, very, very interesting, very particular, and very special. Yeah. Well, it came upon me quite Oui, by eh bien, accident. c'est venu à moi par accident, comme la plupart des bonnes choses. J'avais envie d'un bagel. Je suis allé dans un magasin de bagels et il y avait un journal gratuit posé là et qui disait « Venez à cette conférence cet après-midi sur la découverte fascinante à Vilnius. Nous servirons du café gratuit et des bagels. » Je suis donc allé et un homme de Yivo parlait de la découverte, de la découverte récente dans une église abandonnée de Vilnius, de tous ces documents, et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais et ce qu'on me montrait, à savoir que ces journaux intimes anonymes d'adolescents qui avaient été perdus et enterrés venaient d'être retrouvés 80 ans plus tard. Il m'a dit qu'ils ne savaient même pas dans quelle langue ils avaient été rédigés lorsqu'ils ont été découverts. Ils sont allés voir quelqu'un à la Bibliothèque nationale de Vilnius et ils ont dit « Oh, c'est du yiddish ». Next thing you know how to read Yiddish? I know how to read. Vous savez, je sais lire un peu d'hébreu. Mon grand-père parlait un peu le yiddish, mais non pas très bien. Mais l'instant d'après, j'étais dans un avion pour Vilnius. Je travaillais, je devais faire ça. Je devais faire ces histoires. Je n'arrivais pas à y croire. Et oui, une chose en entraînant une autre, c'est venu à moi. Je cherchais d'autres sujets d'écriture. J'avais écrit un livre sur Hannah Arendt. Je pensais faire, vous savez, Rob Sterling ou Susan Sontag ou Sunra. Je ne savais pas, et quand ces voix anonymes me sont parvenues, j'ai dû partir et j'ai trouvé un traducteur. C'est comme ça que c'est arrivé. C'était un voyage de découverte, et tous mes livres sont des voyages de découverte. Et ça m'a amené à Vilnius et des endroits au-delà. All begins by a bagel. It could be. Tout a commencé par un bagel. A t-shirt. Cela pourrait être un t-shirt. Ça aurait pu être le prend. Alors, l'histoire de ces 6 personnages, ces 6 adolescents juifs qui ont donc répondu à un concours d'autobiographie. Et finalement, l'idée de ce concours, c'était qu'ils racontent leur vie. Ken Krimstein, for these 6 young people, the fact is how to live as a Jew, and it's just before the beginning of the Second World War. Yes, my artistic and intellectual. Oui, mes capacités artistiques, intellectuelles et humaines ne peuvent pas faire face à l'immensité de la Shoah. Je ne peux pas la comprendre. Mais j'ai trouvé ici des histoires d'adolescents et de jeunes d'avant. Et vous savez, j'étais à New York le 11 septembre 2001. Nous ne savions pas ce qui allait se passer le 11 septembre. C'était juste un jour normal. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est des gens qui vivaient leur vie, des adolescents. Et j'étais un adolescent. J'ai élevé des adolescents. Je me souviens de ce que c'était. Et quand vous êtes un adolescent, vous pensez que vous êtes immortel. Vous avez toute la vie. Et c'est aussi un moment incroyable.
Je peux dire ceci, ayant élevé quelques adolescents, vous êtes incroyablement stupide et incroyablement intelligent en même temps. Et ces enfants qui ont participé à ce concours, basé sur ce que j'appelle l'université sans murs pour le pays sans frontières, qui était le pays yiddish ou yiddishuania, ils pensaient qu'ils allaient trouver ce que l'avenir de notre vie allait être. Par opposition à cela, m'a permis de dire qu'il s'agissait de personnes individuelles. That's why it's universal. Oui, c'était des êtres humains, des adolescents, des individus. La tragédie de beaucoup de tragédies, c'est que le concours, avec leur sechel, les gens yiddish là-bas, ils étaient comme aucun adolescent ne dira la vérité de vérité si leurs parents seraient en mesure de le lire. Alors ils ont dit, nous avons demandé à des enfants d'écrire de façon anonyme, et bien sûr, encore une fois, avec leur coupe yiddish, ils feront un code pour que le gagnant puisse gagner 150 zlotys. Nous ne connaissons donc pas leurs noms, nous ne connaissons donc pas les noms ni les photos, et ils ont dit dans le règlement que vous ne deviez même pas mentionner le nom de votre ville. J'ai donc regardé ces journaux, je les ai tenus dans ma main. Oh, je les ai tenus. Et chacun était différent. L'un était très soigné, l'un était très désordonné. Une personne a essayé d'y faire des dessins. Tout ce que je savais, c'est que c'était eux. Ce qui est effectivement absolument incroyable dans ce livre, Ken Crimston, c'est les personnalités des adolescents. On va y revenir. Mais tout d'abord, pour bien resituer, et c'est vrai que c'est un chiffre qui provoque à chaque fois, on se dit c'est complètement dingue. Quand on ouvre le livre, vous parlez du yiddish, comment vous appelez ça, le yiddishuani. It's a special land, yiddishuani. And 10 million of Jews lived in Europe and in this area. 10 millions de Juifs vivaient à ce moment-là dans ce que vous appelez le Yiddish Yuani. Oui, c'était une civilisation, c'était une culture que, vous savez, quand je parlais au chef de YIVO à New York, Jonathan Brent, il a dit que c'était la Renaissance, pas une Renaissance, la Renaissance. Et lorsque j'ai commencé à me renseigner sur ce monde, j'ai constaté qu'il était très vivant et j'ai voulu en aborder tous les aspects. J'en ai donc choisi 6. J'aurais pu, il y a eu 300 envois. Je voulais qu'il y en ait un qui soit riche, un qui soit pauvre, un qui soit religieux, un qui soit socialiste, un qui soit... Il y avait toutes les variétés. Et c'était une culture tellement vibrante et créative, et oui, disparue. Disparu. C'est un monde disparu, a world, an entire world. Il s'étendait jusqu'à Chicago. Nous avions la Yiddishuania. Ma mère était une petite fille là-bas, puis ça s'est déplacé à Buenos Aires, en Argentine. Et la musique, je découvrais constamment des surprises. Ils aimaient le tango, ils aimaient Buster Keaton, ou vous savez, les chanteurs français, tout. Le cinéma yiddish, c'était incroyable, c'était tout un univers. You're born in the United States? Yes. Oui. Il est né aux États-Unis, Ken Crimston. Could you talk a little about the paper brigade? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la brigade de papier? Parce que, effectivement, ces manuscrits, la manière dont ils ont été sauvés, c'est absolument dingue. The way that this manuscript were saved. Well, yes, the paper. Eh bien oui, la brigade du papier. Tellement de tragédies. La minute où donc le grand allait avoir un grand prix offert de 150 zlotys, le jour où le prix devait être décerné, c'était le 1er septembre 1939. Les nazis, la guerre a commencé. Lorsqu'ils sont arrivés à Vilna, la première chose qu'ils voulaient faire était d'aller au centre juif, YIVO, de prendre toutes les affaires, tous les articles, tous les artefacts et de les ramener en Allemagne. À qui ont-ils demandé de faire cela? Les bibliothécaires même qui préservaient le travail. Au bout d'un fusil, ils ont dit à tous ces gens,
prenez tous ces objets. 40 d'entre eux ont répondu qu'ils n'allaient pas tout leur donner. Peut-être un pour eux, 3 pour nous. Ils les mettaient dans leurs bottes, ils les emballaient. Les objets religieux, l'art, les objets d'art, les peintures de Chagall, ils les ont cachés, ils les ont enterrés. Beaucoup ont souffert et n'ont pas survécu. On les appelait la brigade du papier parce qu'ils accordaient une grande importance à la littérature, aux mots et à la culture. Après la guerre, lorsque les Russes ont repris les biens, ils ont commencé à les réclamer. La brigade du papier l'a fait, mais très peu d'entre eux ont survécu. Un membre de la brigade du papier que j'ai particulièrement aimé, je pense que c'est un héros, c'est Avram Sutzkever. C'est un héros. Et tout ce que j'ai lu sur Avram Sutzkever, je l'ai approfondi. C'était un héros guerrier, poète pour moi, et il était une sorte de leader de la brigade du papier, et c'est grâce à eux. Ces artefacts ont été trouvés dans l'église. Après la guerre, un bibliothécaire lituanien non juif, Antanas Ulpas, a déclaré que personne ne brûlerait ou ne se débarrasserait de livres sous ma surveillance. Et Staline a dit « Transformez tout ça en papier », vous savez, et Opus a dit « Non, nous allons les sauver ». Et c'est ainsi qu'ils ont été cachés dans cette église. C'est incroyable l'histoire de ces manuscrits. Alors, il y a 6 adolescents, 6 young people, et il y a une jeune fille qui est assez incroyable, young girl, very incredible. Elle veut écrire, elle a envie d'écrire, she wants to write. Elle est aussi très féministe à sa manière. C'est un portrait absolument incroyable. Je n'ai pas pu. Oui, je comprends ce que vous dites. Good. Eh bien, la première phrase de son truc, j'étais la 8e fille et j'ai pensé, oh mon Dieu, ça va être hilarant. Ça va être drôle. J'ai une fille, j'ai 2 sœurs. Cela allait être de la folie. Et c'était un peu drôle. Mais ensuite, c'est devenu triste et elle a tellement dit la vérité. Son père était le shogun, le boucher, et il est mort. Et ce sont ses mots, c'est tiré de son journal. Je n'ai pas pu l'inventer. Et quand ils allaient, vous savez, l'enterrer, c'était un homme très important en ville, un grand boucher. Alors ils ont fait un grand défilé pour lui, un enterrement, puis il y a eu la cérémonie. Et bien sûr, elle a dû s'asseoir en haut, ce qui est obligatoire, mais elle voulait rester debout pour le kaddish, pour son père, pour la prière, pour le deuil. Et elle l'a fait. Elle l'écrit dans son journal, et elle dit que le Zalman était son nom, l'homme qui dirigeait la synagogue depuis le bas, a couru dans les escaliers et lui a crié « Ne sais-tu pas, ce sont les mots, ne sais-tu pas que la prière d'une femme n'a pas de valeur ?» Et elle a dit « C'est la première fois que j'ai commencé à ne pas comprendre ce qui se passait. » Et pourtant, elle lui parlait, et moi, pourtant, je pense toujours à lui. Il s'agissait de mots et de pensées, et par la suite, comme je fais beaucoup de recherches, j'ai découvert qu'il y avait un mouvement très dynamique que l'on pourrait qualifier de proto-féministe au sein de la communauté juive polonaise à cette époque. Il y avait tant de choses que je découvrais sur les individus de cette culture que je ne connaissais pas. Et c'est à propos de... Je ne peux pas m'occuper, vous savez, comme Dara Horn l'a écrit, à propos, vous savez, des Juifs morts, je peux m'occuper de ceux qui sont vivants. C'est vrai, ce sont des gens très vivants. Tout à fait, parce que quand on les lit, on a l'impression qu'ils sont en vie. When we read your book, they're alive. You make them alive again. Vous avez fait revivre. Si je pouvais, c'est l'une des rares choses qui est si merveilleuse dans le média des bandes dessinées, c'est qu'en montrant l'environnement et les gens... Explain us how you work for drone and also for write their story. J'ai eu la chance, même si j'avais les journaux intimes et que je les avais fait traduire par une merveilleuse traductrice, avec qui je travaillais en étroite collaboration, je n'avais pas de photos d'eux, des individus. Mais grâce à Internet et à de nombreuses choses, j'ai pu obtenir de superbes photos, y compris un merveilleux livre publié à l'origine en France qui a vraiment documenté cette vie. J'ai donc pu me concentrer sur la région où il se trouvait. Comme le dit l'un des enfants, ma famille était bien lotie. Nous étions dans le commerce du bois et nous avions l'habitude d'aller à Saint-Tropez et de faire du ski.
J'ai pu trouver des photos de familles juives de l'entre-deux-guerres qui allaient skier pas à Saint-Tropez. Vous n'irez pas skier à Saint-Tropez. Vous seriez un idiot si vous faisiez ça. Une station de ski, j'ai oublié ce que c'est, mais en tout cas, ce sont des photos. J'ai donc dû rassembler. J'ai une phrase qui dit « Quand je travaille, la géographie est le destin ». La géographie, c'est l'endroit où l'on se trouve dans l'espace et dans le temps. C'est quelque chose que j'ai appris d'Hannah Arendt. Donc si vous pouvez placer les gens, cela vous emmène où vous voulez. Et j'ai étudié, donc je suis allé, j'ai vécu là-bas, je suis allé pendant un certain temps, mais alors par exemple, je fais une des histoires, son père, le père de la fille est pris dans une indiscrétion et le téléphone sonne dans leur maison. J'ai dû trouver à quoi ressemblait un téléphone polonais en 1937. C'est incroyable, c'est important. Et je l'ai trouvé. Every detail, it matters for Totalement, parce que vous essayez, vous savez, Art Spiegelman a dit « Les bandes dessinées ou les comics sont le meilleur moyen de transformer le temps en espace. » Et pour moi, en tant qu'historien et qui sait dessiner, cela vous transporte. J'appelle cela une machine à remonter le temps. C'est exactement ça, on est dans l'histoire. Why did you decide, Ken Krimstein, to draw and to write in black and orange? There's a reason for that? Well, yes, several. Plusieurs. One is practique. Mon éditeur m'a dit que je n'avais qu'une seule couleur à utiliser. To use. Et ça m'a forcé à réfléchir. And orange, c'est ambigu. Et je veux dire que ce n'est ni rouge, ça peut être le signe de la vie. Si je mets un peu d'orange dans le visage de quelqu'un, il est vivant. Et c'est le signe du feu. Oui, c'est vrai. C'est donc deux choses à la fois. J'aime, si je dois le dire, j'aime la façon... C'est pas lu, ça vous fait entrer. Et ça me pose une question. Et je pensais à ça sur le chemin. Ici, je ne sais pas si c'est pareil en français, mais en anglais, il y a une blague qui dit qu'il n'y a pas de mot qui rime avec orange. C'est très singulier, orange. Il n'y a rien qui rime en anglais. Donc je pense que c'est comme ça. J'aime et je le vois. Il vous attire et vous repousse à la fois. Dans ces 6 jeunes, on a parlé de la jeune fille, ils sont tous très très attachants et il y en a un qui écrit au monde entier. One of these young people write to every people in the world for a lot of things. Could you talk about him? Oui, comme mon traducteur m'a dit que cette personne avait écrit au président Franklin Delano Roosevelt depuis la Pologne, et avait reçu une réponse, je ne pouvais pas le croire. Et cette personne, je l'appelle, en anglais, l'auteur de la lettre. Il s'agissait d'un jeune homme qui, je le répète, chaque histoire, si elle est vraie et comique, est aussi tragique. Il voulait plus que tout aller dans un lycée d'élite. Il était très intelligent. Mais son professeur lui a dit « Non, tu ne peux pas y aller. J'aimerais pouvoir vous aider, mais vous êtes juif. » Il est alors passé d'un état très dynamique à un état désespéré. Il disait tout ce que je pouvais faire, c'était de lire les journaux et de fumer des cigarettes. Okay. Et puis il a dit, j'ai une idée, je vais écrire des lettres. Et sa première lettre, est adressée au maire de Tel Aviv, Meir Dizengoff, bien avant que l'État d'Israël n'existe. Yeah. Et Dizengoff lui répond. J'aimerais pouvoir vous aider à contacter l'agence juive. Puis il écrit à Franklin Roosevelt, et j'adore ce qu'il dit. Pour le féliciter de sa 3e victoire électorale, ce qui ne se fait plus en Amérique, et au fait, pour lui faire part de ma situation désespérée. Et il reçoit une réponse du consulat américain. Et puis, vous savez, quand j'ai écrit ce livre, il y a eu beaucoup, il y a toujours, beaucoup de questions sur la politique d'immigration, ceci, cela. Et ce pauvre garçon a été rejeté par le département d'État.
Il n'arrêtait pas de dire « Oh, vous avez besoin d'un parent. Oh, j'ai un parent, un oncle, peu importe. Votre parent doit montrer son dossier fiscal. Oui, mais mon oncle ne l'a pas fait, c'est un enfant. » Et finalement, il a été rejeté. Et puis, Abraham Kahn, le rédacteur en chef du Fort Vert, le journal juif Yiddish, l'a ramassé et a dit « Aidez-nous à sauver cet enfant. » Et à la fin, ce jeune homme dit « J'espère toujours que quelque chose va se passer. » Et j'espère qu'il a survécu. Je n'ai pas pu, vous savez, j'ai essayé de retrouver ces personnes. We didn't know until today. If they survive, we know that one survived. L'un d'entre eux a survécu. Nous sommes sûrs que sur ces 6 personnes, une a survécu. J'ai essayé de les retrouver, mais c'était très difficile. Perhaps by your book, we will know. Perhaps someone of the family will say I hope so. Oui, je l'espère. L'esprit dont beaucoup de ces gens ont fait preuve, on peut l'espérer. Leur esprit est toujours vivant. Cette découverte donc, que vous nous avez racontée, Ken Krimstein, au début de l'interview, de ces manuscrits, certains ont dit que c'était la plus importante découverte de l'histoire juive. Depuis, c'est Annette Viviorca, notre consoeur sur RCJ, qui a cette formidable émission d'histoire, a dit que c'était, elle a repris un grand écrivain, un grand historien, qui a dit que c'était la découverte la plus importante depuis les manuscrits de la mer morte. That this pile of notebook, the most important discovery in Jewish history. Well, yeah, he said since that. Oui, il a dit. C'était le professeur qui m'a aidé. Il a dit depuis les manuscrits de la mer morte. Donc je suppose que c'est assez important. C'était choquant. Je veux dire, ils avaient trouvé. Vous savez, il y a beaucoup de liens entre là-bas et la France et Paris. Chagall. Très d'autres écrivains de Vilnius. Beaucoup sont venus de Vilna à Paris. Et ils ont découvert des lettres, des écrits. Ces journaux intimes faisaient partie de ces autobiographies. 180 000 pages que la brigade du papier a sauvées. Et c'est remarquable. Il y avait toute une cage de poèmes de Soud Kever et des carnets qui n'avaient jamais été vus auparavant. Mais ces carnets étaient pour moi, en tant que biographe, je devais juste en être témoin. En fait, je me disais que lorsque je travaillais sur ce livre, c'était, pardonnez-moi, mais c'était, je ne suis pas au même niveau, mais c'était comme lorsque Cézanne allait peindre le mont Sainte-Victoire. Je peignais ça, c'était comme un monument. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'esquisser. C'est un monument. Dans leurs histoires, Ken Krimstein, de ces 6 jeunes, on voit aussi tout ce qui était l'importance des mouvements de jeunesse et du sionisme. À l'époque, we saw the importance of youth movement and Zionism and Shomer HaTzair, Bond. It was very important for them. Eh bien oui. Et vous savez, j'ai parlé, et encore une fois, je vois les choses d'un point de vue humain. Donc oui. Il y avait plus de groupes politiques, de groupes de jeunes que vous ne pouvez l'imaginer. Il y avait de tout, de l'extrême droite, des gens du type Jabotinsky, à extrême gauche, les bundistes, et au-delà, Pio, le Zion, etc. Et ils étaient très politiques, certains. Mais je soupçonnais aussi, ayant été adolescent, que parfois les gens allaient là pour simplement rencontrer des filles. Et en fait, j'ai trouvé quelques histoires où les gens disaient « Je suis allé à celui-ci ». L'importance de ces groupes, politiquement, mais aussi socialement. Et ce que ces gens ont écrit dans leurs journaux, comme elle, une des filles a dit « Ce n'était pas très chic de parler yiddish, c'était beaucoup plus chic de parler l'hébreu ». Je suis donc allé au club d'hébreu, mais je ne comprenais rien. Je voulais le faire, alors j'ai dû aller au club plus socialiste qui parlait yiddish. Et vous savez, mais je me suis senti pour un gars là-bas, et elle a parlé, cela a rappelé ma propre sœur. Le club hébraïque portait des tenues bleues et le club sioniste portait du rouge. Et elle avait honte de porter la cravate rouge et cela a juste apporté cette diversité. La politique, je veux dire un des gars,
qui était plus conscient de la politique, a dit que c'était la première fois que les sons des hymnes sionistes résonnaient dans les bois de Pologne. Et d'autres personnes rêvaient d'aller en Palestine et de s'habiller sur un bateau et de danser. Et je pense que la vitalité de ces rêves s'est accompagnée de l'action politique. La chose que j'ai dû faire en étant écrivain, ici, et qui a été extrêmement difficile, c'est que j'ai dû ériger un mur de briques entre ce que je sais qu'il s'est passé et ce qu'ils savaient. Parce qu'ils pouvaient sentir. Je veux dire, ils n'étaient pas idiots. Ils pouvaient voir qu'il y a... Oui, ils ont beaucoup de foi. Ils sont aussi conscients, comme s'ils essayaient d'en faire sortir. Beaucoup parce que c'était mauvais. Mais ils avaient la foi. Et je ne pouvais pas la diminuer. Je devais la laisser vivre avec eux. Vous parliez du Yiddish, Ken Krimstein, il y a un instant. You talk about Yiddish. À ce moment-là, le Yiddish était la langue maternelle de 11 millions de Juifs. Yiddish mother tongue of 11 million Jews. It was incredible. And now, who speaks Yiddish? Eh bien, c'est en train de revenir. Étrangement, cette langue a un pouvoir. J'en ai parlé à de nombreuses personnes. Je pense que c'est, je ne sais pas pour le français, mais certainement pour l'anglais américain. Little young people want to study Yiddish. We have an émission in Yiddish on the radio. C'était une culture qui prenait en compte le passé et l'avenir. Certains des écrits de la Jungle Wine étaient de la poésie moderniste, dans une veine unique, qui était une voix unique. Vous savez? Et l'autre chose qui, comme une machine à remonter le temps, ces gens lisaient. Ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas TikTok. They read and they pray. Ils lisaient, ils priaient, ils écrivaient. Ils allaient dans cette bibliothèque et ils se mélangeaient les uns les autres. Ils dévoraient la littérature. Et certains de leurs livres préférés étaient Jules Verne, parce qu'ils étaient enfants et qu'ils aimaient. And everyone read, even the Shochet. Non, tout le monde lisait. Et j'ai aussi appris, lorsque j'ai commencé à lire plus de traductions, j'étais familier mais j'ai approfondi, Isaac Peretz, il m'a vraiment inspiré. Il est mort bien avant cela, tout comme Sholem Aleichem, mais il a dit, même à cette époque, c'était un peu... Il a dit, les Juifs d'Europe de l'Est, nous ne voulons pas de votre pitié. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Je voulais dire que j'ai vu toutes ces choses terribles. Je voulais montrer des personnes individuelles qui étaient fières de ce qu'elles faisaient. Et laisser les gens dire, voilà ce que c'est. Ken Krimstein, vous êtes américain, vous vivez à New York, you live in New York? J'y vivais, j'ai déménagé, je vis à Chicago maintenant. Vous nous avez dit tout à l'heure, on parlait de cette vie, qui était cette vie d'avant la Shoah, vous nous avez parlé également de la vie du 10 septembre. Je voulais que vous nous disiez comment, en tant que juif américain, vous avez vécu ou comment les États-Unis ont vécu depuis le 7 octobre. You talk about the day before the Second World War and these young people. You talk also in the beginning of our interview about the day before the 11th September. Could you talk a little about the 7th October in Israel and the way that the American Jews live, talk about it? Oui, c'est un sujet très difficile. J'ai l'impression que nous sommes tous... que les gens se connectent comme ils ne l'ont jamais fait. Je pense que ça a transformé le sens de l'identité. Cela a poussé chaque juif, quel que soit le niveau de juif qu'il pense être, des très ultra-orthodoxes aux personnes qui ne pratiquent même pas, à réfléchir à son héritage. Et je pense que vous savez, en tant qu'historien, je ne sais pas quel sera l'effet final. Mais quand quelque chose de cette ampleur se produit, c'est un véritable... C'est comme un barrage routier. C'est comme une chose physique et nous essayons de faire face à une réalité que peut-être beaucoup de gens n'ont pas abordée. Il y a juste un sentiment de perte de connexion que les gens ressentent.
just a sense of a loss of connection that people are having. Et je pense que ça soulève les questions d'identité et aussi. It's always the same question finally, how to live as a Jew. That's right. C'est vrai. Et c'est beau. C'est beau comme on le dit en yiddish. C'est dur d'être juif. It's tough to be a Jew is the phrase. It's hard to be a Jew. They've been saying that for 3,000 years. Ils disent ça depuis 3 ans. Sometimes. Well, it has. I mean, I don't have a choice. Je veux dire, je n'ai pas le choix. I don't have a choice. Non, je n'ai pas le choix, comme le dit Hannah Arendt. Said, and I think it is, but I think it's part. Mais je pense que cela fait partie de la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et je pense que cette terrible tragédie s'est produite, et cette chose horrible, nous l'avons peut-être. Nous avons eu l'impression de valser dans le monde, et la réalité nous frappe. Reality hits. And to live as an American Jew today, it's more difficult than 10 or 20 years ago, because in France, when we saw some manifestation in the United States and also the president of Harvard and a lot of things, we are a little shocked because we didn't have this image of the United States. For us, it's very surprising, and not in a good way. Yes, I mean, oui. The evidences of, les preuves d'antisémitisme, je pense, se sont accélérées aux États-Unis. And I think, mais je pense, c'est toujours un endroit où il est bon d'être juif. Je pense que si vous regardez l'histoire juive, ce n'est pas une époque ou un endroit terrible. Mais je pense que vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et je ne sais pas. Encore une fois, ça me soulève en tant que père. Je suis très inquiet. Mais je pense, si les gens peuvent comprendre le passé, pas comprendre, mais en être témoin. Je ne pense pas qu'il soit bon que les gens se contentent de balayer les choses du revers de la main. Et je pense que les voix de ces enfants et ce message disent que c'est une réalité qui a été perdue. Peut-être que vos grands-parents, peut-être vous-même, peut-être que nous vivons dans ce monde, peut-être que d'autres personnes vivent dans ce monde. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de montrer, de faire entendre les voix de ces héros. Ce sont des héros pour moi. Je leur dédie ce livre. Je ne sais pas qui ils sont. J'ai prié et espéré qu'ils aient survécu. Mais leurs histoires, Dieu merci, ont été préservées. Et puis, laissez les gens s'en imprégner. La politique, pour les autres, pour moi, je veux dire, je ne veux pas être malhonnête, mais j'essaie de raconter des histoires vraies qui touchent les gens. Ken Krimstein, pour terminer, vous avez eu beaucoup de prix pour vos précédents romans graphiques. J'espère que là aussi, you have a lot of prize for your work. I hope that also, how the book was received in United States and you in France for interview and also perhaps dédicace. I don't have a word in English. How was the book received in United States? Yes, very well. NPR l'a classé parmi les livres les plus remarquables de l'année. Le Washington Post l'a choisi comme l'un des meilleurs livres de l'année. I agree with them. Moi aussi. Et je pense, vous savez, en France, j'adore. Je disais juste, vous comprenez la bande dessinée et vous comprenez que c'est une forme légitime de discorde. Et vous allez dans un magasin de bande dessinée et vous voyez des livres de ce genre. L'intérêt et la diversité de l'histoire, de la pensée, de la politique. Et quoi qu'on en dise, nous avons fait de grandes percées. Les États-Unis n'ont pas encore atteint ce niveau, mais nous allons y arriver. C'est donc Vivre, Ken Krimstein, c'est aux éditions Christian Bourgeois, éditeur, avec une postface de notre amie Annette Viviorca. C'est absolument remarquable. I make only compliments, so it's not important if you didn't. Ces parties-là, je les comprends. Non, je suis vraiment très honoré. Dernière question, Ken Krimstein, last question. Comment est-ce qu'on termine, comment est-ce qu'on sort d'un tel livre? How can you finish this book? How can we get out this book and this story? And if it's possible to get out, or they are always in you. Je pense que nous pouvons honorer la vie et le monde qui existait. Et nous pouvons essayer de leur donner une place
à la table de notre compréhension juive. Parce que c'était une culture et une vie. C'était des individus qui vivaient dans un monde unique et spécial. Et Dieu merci, cette toute petite braise était encore là. Et peut-être pourrons-nous en trouver d'autres. Alors célébrons-les. Je dis célébrons-les. Of course. Let's always celebrate life. L'chaim. L'chaim. D'accord. Vivre, Ken Krimstein, c'est 6 récits, donc ce roman graphique avec des dessins complètement dingues. Merci beaucoup d'être venu sur RCJ ce matin. Thank you so much for being here with us. Merci beaucoup. Thank you.